Saviez-vous que de 2004 à 2017, Haïti a été occupée? Salut, c'est Simon. Et aujourd'hui, mes impressions de lecture de Kandiaou, de Lionel Trouillot. C'est d'abord Catherine Voyer-Léger qui, dans notre long entretien, m'a parlé de Lionel Trouillot, m'a piqué ma curiosité. Et puis récemment, lors d'un échange avec Marjorie, du canal YouTube Les Lectures de Marjorie, salut Marjorie, je lui ai demandé quel serait le roman le plus fort ou le roman avec lequel commencer à découvrir cet auteur-là. Et c'est elle qui m'a recommandé Kandiaou. Oh my God! Merci, Marjorie. C'est tellement bon. Dans les couloirs de la bibliothèque de Zurich, j'ai pris un deuxième de Lionel Trouillot, Objectif l'autre. Je vous en parle dans une deuxième capsule. Lionel Trouillot, qui est-il? Né en 1956 en Haïti, il a enseigné, il a été journaliste et il est romancier et poète d'expression française et créole. En langue française, on trouve à son nom une douzaine de romans, 3 recueils de poésie et 3 textes de nature biographique. En expression créole, je le sais pas. Il publie régulièrement, au moins depuis 1996. C'est un écrivain vraiment établi de la littérature haïtienne et honnêtement, de la littérature francophone. Il ne fait pas partie de la diaspora haïtienne, ces auteurs haïtiens qui écrivent d'ailleurs. Il habite encore à Port-au-Prince. Quelques mots sur le contexte sociopolitique. J'ai appris dans ce roman-là qu'il y a eu une occupation des États-Unis entre 1915 et 1934 d'Haïti. Entre 1911 et 1915, il y a eu 6 changements à la présidence en Haïti, notamment par des coups d'État. Il y avait une grande influence de l'Allemagne parce que même s'il y avait peu de ressortissants allemands sur l'île d'Hispaniola, ils avaient un pouvoir économique disproportionné, ce qui inquiétait les États-Unis. C'est pourquoi Woodrow Wilson a envoyé des Marines pour protéger les intérêts américains en Haïti, bien sûr, et cette occupation a duré jusqu'en 1934 sous Franklin D. Roosevelt. Cette première occupation d'Haïti, on y fait souvent référence dans Kandiaou, notamment parce que le roman se déroule pendant ce que le narrateur appelle la deuxième occupation. Entre 2004 et 2017, il y a eu la mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti. Donc, il y a plusieurs organisations non gouvernementales de partout sur la planète qui étaient sur place. Donc, ça a fait qu'il y a eu toute une classe de fonctionnaires de ces NGOs, de ces OGN-là, qui prenaient toutes les décisions importantes, qui vivaient quand même d'une manière privilégiée. Le narrateur se questionne sur leurs véritables intentions personnelles, donc c'est-à-dire pour enrichir leur CV, pour vivre un peu d'exotisme, pour se glorifier et dire « Ah, je suis allé faire du bien ailleurs ». Cette seconde occupation, c'est la toile de fond du roman, mais c'est très important sur le plan thématique. Le narrateur se demande comment on peut s'impliquer pour les décisions par rapport à son pays quand toutes les décisions sont prises par un occupant et non par les gens de la place qui vivront avec ces décisions-là. Et le rapport avec ces blancs occupants qui viennent prendre les décisions est sans cesse présent dans le roman. Bon, l'intrigue du roman. Ça se passe sur la rue de l'Enterrement, à Port-au-Prince, une rue qui est bordée par un grand cimetière de la ville. Ce grand cimetière, c'est un des personnages du roman pratiquement, non seulement comme décor, comme arrière-plan, mais aussi toutes les processions, les gens qu'on va y enterrer, les gens qui viennent à ces funérailles-là que le narrateur observe, ceux qui pleurent, ceux qui sont pressés, ainsi que les pilleurs de tombes. Et le narrateur, il y a 24 ans, quand il était plus jeune, on lui a donné un carnet en lui disant de documenter le monde, un peu le projet d'écrire l'histoire du grand cimetière ou de la rue de l'Enterrement, et il nous raconte des petits épisodes de tout ce qu'il voit autour de lui. La rue de l'Enterrement, c'est une rue pauvre, que moi j'ai l'impression d'être très pauvre, de Port-au-Prince, même si on apprend qu'il y a des quartiers encore plus pauvres dans la ville. Et sur la rue de l'Enterrement, il y a un groupe de 5 jeunes adultes, plusieurs étudiants, tous lettrés. Quand ils étaient enfants, tous enfants, le narrateur les désignait comme la bande des 5. Ils ont vécu plusieurs choses, notamment un ouragan ensemble, ça les a étroitement liés. Ils ont fondé un centre culturel pour donner un endroit à tous les enfants de la rue de se retrouver, d'échanger, de débattre. Ces 5 personnages-là, il s'agit du narrateur, dont on ne connaît pas le nom, de son frère Popol, de leur ami Wadney. Wadney est plus militant, et on voit là aussi toute une grande réflexion sur le militantisme et la manière de Wadney de le faire. Et les 2 filles, Sophonie, l'aînée, et Joël. On voit leur évolution, l'évolution de rapport les uns avec les autres, et on les retrouve, on les suit jusqu'à donc la mi-vingtaine. Il y a 2 personnages importants autour de ce groupe de 5-là. Il y a d'abord Manjane. Manjane, c'est la doyenne de la rue de l'Enterrement. Elle a vécu déjà sous la première occupation.
C'est un peu la mère de cette bande des 5, en même temps une espèce d'autorité morale dans la rue. Non seulement elle raconte des choses de la première occupation notamment, mais c'est aussi celle beaucoup qui apporte une voix de la sagesse, qui parle parfois même en sentences que le narrateur nous répète. C'est un beau personnage, une dame âgée qui est aimante et qui finit presque par être non seulement la matriarche de cette rue-là, mais d'une certaine façon aussi son âme. Le deuxième personnage qui gravite autour de la bande des 5, c'est celui qu'on appelle le petit professeur. C'est un professeur d'université qui découvre le centre de jeunes et qui vient donner des livres, prêter des livres, faire la lecture aux jeunes. Le narrateur passe énormément de temps assis sur le trottoir à philosopher avec le petit professeur. Ils sont tous les deux grands amateurs de romans. Et c'est un très beau personnage qui accompagne le narrateur, qui est le rapport à la classe moyenne, à la culture livresque. Ah, c'est vraiment beau. Le titre, Kanjaou, ça signifie une grande fête de village, une fête peut-être de mariage, mais aussi l'espèce de banquet après la mort qui nous amène vers les cieux. Mais c'est aussi le nom d'un bar. C'est le bar où Sophonie travaille deux soirs par semaine, en dehors de la rue de l'enterrement. Donc, le narrateur et Popol attendent Sophonie quand elle travaille pour la ramener à la maison et ils sont assis sur un muret et ils observent tout ce qui se passe là. Et c'est un bar où il y a une rencontre entre les deux mondes, le monde des travailleurs de l'administration des ONG et des Noirs haïtiens qu'on retrouve sous la forme du patron du bar, quelques clients réguliers, Sophonie, quelques gigolos, faute de meilleurs mots, et du narrateur et de son frère. Il y a un personnage intéressant qui est dans le bar, c'est Sandrine, la petite brune, qui est une travailleuse en communication européenne, et elle vient là pour draguer, pour vivre des aventures, et on l'observe toujours dans les différentes phases de sa drague et de l'échec de sa drague. C'est une figure presque tragique, c'est très déprimant, il y a des beaux moments. Mais ça illustre très bien ce rapport de l'occupation. C'est symbolique, c'est fort, mais en même temps, il y a quelque chose de profondément humain qui est dépeint là par le narrateur. Le style. Je pense que dès les premières lignes, pages, paragraphes, j'étais amoureux du style de Lionel Trouillot. C'est décrit dans un français très standard, impeccable. Il y a très peu de ce que moi j'aurais perçu comme une influence du créole dans le texte. Il y a quelques mots créoles qui sont expliqués tout de suite après en français, ou quelques mots pour lesquels il y a un lexique à la fin. Ou sinon, de toute façon, le narrateur est étudiant, il est instruit, donc ça va aussi avec la personnalité du narrateur. Il y a une certaine oralité. À mon sens, l'oralité se retrouve dans le texte de deux manières. D'abord, il y a certaines phrases très longues, mais d'autres plus courtes, pas de verbe, donc ça traduit une certaine oralité. Mais il y a aussi, surtout dans la structure, chaque chapitre, si on veut, c'est un seul long paragraphe. Il n'y a pas de division en paragraphe. Et on suit véritablement le fil de pensée du narrateur. Donc, il va commencer sur un sujet, puis là, ça va y faire penser à autre chose. Il va nous ramener en arrière, nous ramener un peu en avant, nous ramener très en arrière pour finir là où il a commencé dans le temps. Donc, des fois, honnêtement, on se dit, ah là, ici, ça serait un changement de paragraphe parce qu'il change d'idée, parce qu'il y a quelque chose qui lui passe en tête. Donc, cette oralité-là, cette présence orale-là passe pas dans le style littéraire, syntaxique et lexical, mais vraiment dans la structure de tout et comment tout ça coule. C'est enlevant, c'est beau. C'est pas un roman où il se passe des tonnes de choses. Il y a quelques péripéties, oui, mais c'est pas ça qui nous intéresse. C'est le côté philosophique, observation, documentation de la vie qui est intéressant, qui est beau. Il y a une maîtrise de l'écriture chez Trouillot. C'est fin, c'est nuancé, c'est sage. Ah, j'ai vraiment adoré. Je vais vous lire l'incipit, le début du roman. Vous allez entendre le style de Lionel Trouillot, cette belle langue, l'horreur qui est parfois décrite de cette superbe manière, et le thème des itinéraires, de où on va. J'ai déjà trop parlé, je vous mets ça dans un extrait extra. C'est à lire. Merci Marjorie encore une fois de m'avoir aiguillé vers ça. Je vais lire d'autres Trouillot, c'est certain. Allez voir sur mon compte Instagram pour voir quelques-unes des perles qui se trouvent dans ce super roman. Connaissez-vous Lionel Trouillot? Quel autre auteur de la littérature haïtienne? Quelle autre autrice de la littérature haïtienne est votre coup de cœur? Écrivez vos commentaires en bas et bonne lecture.